Il y a une chose qui m'a particulièrement marquée, c'est que quand j'ai arrêté l'alcool, je me suis rendu compte à quel point j'étais quelqu'un de pacifique. Dans le sens où quand j'étais alcoolisée, en général, j'étais quelqu'un de très très violente. La moindre de mes émotions était complètement amplifiée et souvent j'étais violente, c'est-à-dire que je tapais, je criais, je faisais des grands gestes. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'ai arrêté l'alcool que tout ça, ce n'était pas moi. Pendant des années, j'ai cru que j'étais quelqu'un de violente, que j'étais quelqu'un de avec des émotions complètement disproportionnées. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas le cas. Et il en va de même avec le fait que j'étais assez extravertie. J'étais quelqu'un de très extraverti, qui parlait fort, qui n'avait aucun tabou. J'étais tout le temps en soirée, tout le temps entourée de gens. Et en fait, quand j'ai arrêté l'alcool, je me suis rendu compte que non, en fait, je n'étais pas quelqu'un du tout d'extraverti. J'étais même quelqu'un de plutôt introverti d'ailleurs. Dans le sens où j'ai besoin d'être seule. J'ai énormément besoin de calme. J'ai besoin d'un endroit où me ressourcer. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus réservée. Donc c'est impressionnant en fait de voir à quel point l'alcool modifiait ma personnalité. Aujourd'hui, j'ai l'impression de plus du tout être la même personne. Bonjour, je m'appelle Angélique, j'ai 26 ans, bientôt 27, et je suis là pour témoigner parce que j'ai été dépendante à l'alcool de mes 15 à mes 25 ans. Donc je suis abstinente depuis bientôt 2 ans, et donc je suis là donc, pour témoigner. J'aimerais bien donc vous partager mon histoire et puis pourquoi pas donc peut-être que ça pourra vous aider. Voilà, j'aimerais bien. Mon but c'est de libérer un petit peu la parole sur la dépendance à l'alcool, qui moi personnellement m'a fait énormément souffrir et qui fait souffrir beaucoup de monde. Voilà, j'aimerais bien aussi parler de la représentation de l'alcoolique dans la société et voilà, je vais vous partager tout ça.
Si je devais définir l'addiction, ce serait en un concept tout simple, ce serait le craving. Il y a addiction lorsqu'il y a craving, c'est-à-dire que le craving, c'est dans une situation habituelle dans laquelle j'ai l'habitude de boire, je ne parviens pas à me retenir de boire. Donc si par exemple vous avez une soirée ce soir et que vous avez l'habitude de boire en soirée et que durant cette soirée vous ne parvenez pas à vous retenir de boire, vous avez une espèce de pulsion à boire qui est incontrôlable, il y a une perte de contrôle, alors c'est que vous avez une dépendance. Une dépendance en tout cas psychologique à l'alcool. Ensuite, par rapport à l'alcool, il y a ce qu'on appelle aussi la dépendance physique, donc c'est le fait qu'à force de boire pendant des années, on devient dépendant physiquement. C'est-à-dire que notre corps a créé un nouvel équilibre, mais en prenant en compte l'alcool. L'alcool est tellement fréquent dans notre vie que le corps s'y adapte et crée un nouvel équilibre avec l'alcool. Ce qui fait que si on enlève l'alcool de l'équation, eh ben, le corps va être en manque. Il va avoir ce qu'on appelle donc des symptômes de sevrage, donc il est en manque, il a besoin de l'alcool pour fonctionner correctement. Ça, c'est la dépendance physique. Et en général, quand on parle des alcooliques, ce terme qui est repris dans la société, l'alcoolique, on imagine des personnes donc, qui ont une dépendance physique, donc qui sont en manque, qui tremblent dès qu'ils n'ont plus d'alcool. Il y a aussi une représentation physique de l'alcoolique, il est tout rouge, il sent l'alcool, etc. Et en fait, finalement, je suis en train de partir un peu loin, mais finalement, cette dépendance physique-là, elle ne concerne que très peu des dépendants à l'alcool. Parce que la plupart des dépendants à l'alcool sont en fait dépendants psychologiquement. Et donc là, ça ne se voit pas du tout. Par exemple, quand vous êtes en soirée et que quelqu'un boit, mais qu'il ne peut pas se passer de son verre d'alcool, ça ne se voit pas en fait. Donc voilà, ça c'est la dépendance psychologique. Donc voilà. Donc c'est là qu'on voit que l'alcool finalement, il y a beaucoup de gens dépendants dans la société. L'alcool est très banalisé et on peut très vite tomber en fait dans l'alcool, dans la dépendance. Et une fois qu'on est dépendant psychologiquement, on finit forcément par devenir dépendant physiquement. On ne peut pas y échapper, ça ne peut que s'aggraver. Et voilà, on finit, si on ne s'arrête pas, si on n'arrête pas notre consommation ou si on ne la réduit pas du moins, on va finir donc alcoolique au sens où on l'entend dans la société, dépendant physiquement. J'ai senti que je perdais le contrôle durant ma vie étudiante. Alors en réalité j'avais perdu le contrôle bien avant, mais c'est juste que j'étais dans le déni déjà de ma consommation d'alcool. Et en fait, je m'en suis rendu compte au moment où j'ai commencé à vouloir changer mon hygiène de vie et que en fait, je n'ai pas pu me retenir de boire de l'alcool chez moi, seule, le soir. Voilà. Donc là, j'étais à l'époque où la maladie était la plus présente. À ce moment-là, donc je buvais une bouteille de rouge par soir, parfois deux. Et voilà, je buvais 1,5 litre, quelque chose comme ça, de vin rouge tous les soirs. Et ce, pendant 1 an. Et donc, c'est quand j'ai voulu modifier ça que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'arrivais pas à me passer de ma bouteille de rouge. Ce n'était pas possible pour moi. Et même quand j'étais en soirée, je n'arrivais pas à me retenir de boire. Voilà, ça, je m'en suis vraiment rendu compte. J'avais perdu le contrôle sur ma consommation. Ça a été les premiers signes, en fait. Voilà, le craving. Mais je pense que j'avais perdu le contrôle bien avant. Et puis moi, de base, j'ai commencé à boire à 15 ans. Et même avant de commencer à boire, j'avais déjà prévu en fait de boire autant. C'était déjà acté dans mon esprit que je boirais sans limite en fait. Parce que je venais d'une famille qui buvait beaucoup
Et c'est pas juste qu'il buvait beaucoup, hein, c'est qu'il faisait du binge drinking. C'est le fait de boire beaucoup en très peu de temps. Ça n'existe pas que chez les jeunes. Et voilà. Donc j'avais déjà acté qu'un jour je boirais autant, quoi. Je le savais. Et j'ai probablement commencé à perdre le contrôle durant mon adolescence, en réalité, bien avant ma vie étudiante, hein. Quand j'étais en soirée, je pouvais pas me retenir de boire. C'était pas possible pour moi de passer une soirée sans alcool. Donc on peut dire que j'étais déjà dépendante psychologiquement, donc à certaines situations. Donc par exemple en soirée avec mes amis, ce n'était pas possible pour moi de passer une soirée sans boire en fait. Ce n'était pas possible. Donc là j'étais déjà dépendante psychologiquement en fait, hein. Voilà, avec le recul je m'en rends compte. Par contre, donc, je suis devenue dépendante physiquement, donc bien plus tard. Donc c'était là durant ma vie étudiante, quand je buvais donc cette bouteille de rouge, voire deux tous les soirs. Là j'étais dépendante physiquement. C'est-à-dire que, alors j'arrivais à me... Quand je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à maîtriser ma consommation, j'arrivais quand même à maîtriser ma consommation sur 1 ou 2 jours. Mais le troisième jour, j'avais pas le choix, il fallait que je reboive en fait, parce que j'étais trop mal psychologiquement, il me manquait quelque chose, mon corps ne le supportait pas. Mais je me rendais pas compte que c'était des symptômes de sevrage. Pour moi, c'est juste que voilà, j'en avais besoin, quoi. Alors, très bonne question, je trouve. Les origines d'une addiction, je pense que déjà elles sont dans l'environnement, hein. Moi, si je n'avais pas vu mes parents boire comme ça de manière illimitée en famille, je pense que déjà je n'aurais peut-être pas bu autant. J'aurais peut-être, si j'avais une famille qui m'avait informée donc sur les limites de l'alcool, donc que la limite c'est 2 verres et pas plus, que être ivre ce n'est pas normal, que c'est une intoxication, que être en gueule de bois ce n'est pas normal non plus, parce que c'est toujours une intoxication. Enfin c'est le corps qui se remet d'une intoxication. Peut-être qu'en fait je n'aurais pas bu autant. Donc déjà, il y a tout cet apport familial pour ma part, du fait que je suis née dans un environnement où l'alcool était extrêmement présent et où c'était normal de boire autant. Voilà. Donc moi déjà, petite, à 10 ans, je me disais, quand je serai adulte, je pourrai boire comme ça. Et ça montrera que je suis adulte en fait. Je pourrais fumer, boire, voilà. Pour moi, c'était ça, être adulte en fait. Donc déjà, il y a cette origine-là, hein. Et moi ensuite, à l'intérieur de ma famille qui buvait beaucoup, j'avais aussi des parents donc très stricts. Moi, je viens d'une famille très catholique, donc messe tous les dimanches, etc. J'avais pas le droit de sortir. Moi, j'ai eu un portable à 19 ans, hein. Enfin, pour mon âge, c'est quand même âgé, quoi, hein. Mes amis, ils avaient des portables au collège. Donc en fait, c'est pas une question d'avoir un portable ou pas, c'est juste que pour dire à quel point j'étais isolée en fait. J'avais le droit à une demi-heure d'ordinateur par jour, j'avais pas le droit à Facebook, j'avais pas le droit à MSN à l'époque. Et en fait, je me sentais très très seule, c'est-à-dire que mes parents m'ont un peu coupée des autres, en fait, de mes semblables, de mes pères, voilà. Et je me sentais très très seule. Coupée des autres, moi je me sentais complètement en décalage, j'avais pas la télé, donc dans les conversations sur les émissions de télé, j'étais en décalage, voilà. Donc j'ai grandi, en fait, mes parents m'ont mis un peu dans un cocon qui m'enfermait, en fait, finalement, énormément. Et donc j'ai très vite cherché à m'en évader, hein, avec l'adolescence. Et qui dit éducation trop stricte dit explosion pour ma part. J'ai vraiment explosé, c'est-à-dire que j'ai fait une très grosse crise d'adolescence. Je fuguais, je partais avec des gens, je savais même pas qui c'était. Voilà. Mes parents étaient complètement débordés. Plus je partais en... Voilà. Plus j'explosais, plus mes parents serraient encore la vis. Et voilà, ça donnait un mauvais mélange.
Et donc voilà, très vite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à piocher dans la réserve d'alcool de mes parents et à m'évader un peu comme ça de chez moi, en fait. Ça me permettait de m'évader. Voilà, donc je me bourrais la gueule dans ma chambre en cachette et je m'évadais comme ça. Donc là, en fait, c'est carrément, donc c'est une réaction à l'environnement, en fait. Je suis partie dans l'autre sens. Donc il y a ça. Il y a le fait donc, que je me sentais en décalage avec les autres, j'avais pas beaucoup d'amis, j'avais très peu confiance en moi, donc une fois de plus, ça me permettait en fait en soirée, quand je faisais le mur, parce que j'avais pas le droit de sortir, ça me permettait de me désinhiber, d'avoir cette confiance en moi que je n'avais pas habituellement quand j'étais au collège puis au lycée en fait. Donc voilà, ça m'a amené à beaucoup de conséquences négatives, hein, c'est-à-dire que bah, j'ai eu des sales expériences avec l'alcool où bah, j'étais complètement bourrée, donc forcément j'ai subi des agressions sexuelles parce que bah, j'étais pas toujours avec des gens très, très bien intentionnés, on va dire. Donc voilà, j'avais en plus cette souffrance qui se rajoutait où bah, je buvais en fait là pour oublier en fait, tout simplement. Pour oublier ce que j'avais vécu, voilà. Donc c'est un petit peu l'origine pour moi de cette addiction-là. En fait, l'alcool, c'était pour moi une énorme porte de sortie à toutes mes souffrances. J'évitais totalement mes émotions, mes pensées désagréables. Je me réfugiais vraiment dans l'alcool. Donc voilà, c'était vraiment, ça me permettait tout ça, ça me mettait dans une bulle. En plus, je l'ai découvert après avoir arrêté, hein, mais je suis quelqu'un d'hypersensible, donc probablement aussi que en tant qu'enfant, adolescente hypersensible, ça me mettait vraiment dans une bulle, ça permettait d'atténuer mes émotions, de me couper un peu de tout ce que je trouvais injuste. Voilà, ça me protégeait vraiment, j'avais cet endroit-là à moi en fait, c'était mon lieu à moi, et que j'ai gardé en fait jusqu'à ce que j'arrête l'alcool. L'addiction à l'alcool, elle m'a apporté énormément de souffrance. J'ai eu beaucoup de souffrance à cause de ça. Ce qui a été difficile, c'est par exemple, bah, je me suis énormément coupée en fait des autres. Je restais plus qu'avec des gens bah, qui buvaient en fait. Donc je me suis coupée de mes amis qui ne buvaient pas ou peu. Je me suis peu à peu enfermée dans un espèce de cycle de souffrance où bah, je buvais pour oublier des choses, ce qui me faisait faire des choses qui me procuraient enfin, qui m'amenaient à de la honte et de la culpabilité, ce qui fait que je rebuvais encore derrière. J'avais toute cette anxiété due à l'alcool aussi parce que l'alcool, c'est physique, provoque de l'anxiété en fait, donc je rebuvais contre l'anxiété. Donc j'étais dans ce cercle vicieux un petit peu dont je n'arrivais pas à m'en sortir. Et en plus, j'avais des expériences bah, de vie qui étaient très négatives et qui rajoutaient encore du négatif par-dessus. J'étais quelqu'un de très violente, de très extraverti. Euh, voilà, la moindre de mes émotions en fait était complètement amplifiée. Et j'étais donc très en souffrance par rapport à ça, et ça a été difficile à gérer. Vraiment, j'en ai beaucoup souffert. Et ce qui a été difficile à gérer, surtout, euh, ben, c'est quand j'ai dû arrêter, en fait. Ça a été assez difficile, dans le sens où bah, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Voilà, qu'il y avait un problème chez moi, que ça allait pas. Donc j'ai commencé à vouloir aller vers du mieux. Et c'est là que je me suis rendu compte que ma consommation était problématique, que j'avais une réelle dépendance à l'alcool. Et en fait, ça a été un petit peu un parcours du combattant qui a bien duré 3 ans. Je sais pas exactement combien de temps, mais en tout cas 3 ans de sûr où j'ai galéré en fait, où j'essayais d'arrêter, de diminuer en tout cas, et je n'y arrivais pas. En fait, j'essayais de ne pas boire à certains moments et bah, parfois je n'y arrivais pas, je craquais totalement en fait. Et donc j'étais un petit peu entre deux extrêmes, un extrême de moi qui voulait aller bien, qui voulait aller mieux, et donc je voulais manger bien, faire du sport, je voulais une vie saine.
je voulais être épanouie dans mes relations. Et ça, en général, c'était un peu le début de la semaine. C'était le lundi, je me disais, allez, une nouvelle semaine, cette fois tu vas y arriver, tu vas pouvoir tenir sur la durée tes bonnes habitudes, etc. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'au bout de 2 jours, voire 3, quand vraiment je forçais le truc, et ben j'allais en soirée pour reboire en fait. En fait, ça c'était toute une période où je créais limite des soirées pour pouvoir boire, pour ne plus boire seule. Je m'étais mis comme objectif de ne plus boire seule, mais donc du coup je créais des soirées pour pouvoir boire avec des gens. Voilà, mais en tout cas, voilà, j'avais ces 2 extrêmes. Le début de la semaine où j'étais surmotivée pour avoir une bonne hygiène de vie, etc. Et milieu fin de semaine où ça partait complètement en l'air, toutes mes bonnes résolutions, et je buvais, je fumais, donc tout ce que je n'avais pas bu et fumé pendant 2-3 jours en fait. Donc voilà. Ça a été très difficile à gérer parce que ça a été quand même 3 ans de ma vie où j'ai été prise dans cette souffrance-là, entre ces 2 extrêmes. Et puis, il y a eu le sevrage aussi qui a été un petit peu compliqué pour moi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai décidé d'être abstinente à vie, j'ai dû me sevrer en fait déjà. Et le sevrage a été un peu compliqué dans le sens où j'ai été très irritable. Ça a été vraiment une période de souffrance pour moi où pendant 1 mois c'était compliqué. Donc je réponds à la deuxième partie de la question, et actuellement comment le vivez-vous ? Aujourd'hui je le vis très bien, c'est-à-dire que là je me suis enlevé une sacrée épine du pied, voilà, mais il y a quand même, voilà, pour revenir à la première partie de la question, il y a quand même des choses qui ont été difficiles à gérer une fois que j'avais arrêté, c'est-à-dire que tous les souvenirs négatifs, les traumatismes que j'avais enfouis grâce à l'alcool sont un peu en fait ils ont ressurgi dans ma vie. Et voilà, je suis très heureuse d'avoir arrêté l'alcool et ça, c'est quand même merveilleux d'avoir réussi à faire ça pour moi. Mais c'est vrai que voilà, j'ai encore de temps en temps ces souvenirs qui remontent à la surface. Et là, je le vis beaucoup mieux parce que j'ai appris à faire avec ces pensées, ces émotions désagréables. Mais pendant 1 an, ça a quand même été assez difficile à gérer, dans le sens où je n'avais plus cette porte de sortie qui était l'alcool. Et j'ai dû apprendre en fait à trouver d'autres portes de sortie. Et je pense que ça a été un sacré travail qui a été très difficile. J'ai aussi été très dépressive quand j'ai arrêté l'alcool parce que l'alcool ça multiplie donc la dopamine par 200, donc c'est le neurotransmetteur du plaisir dans le cerveau. Ça multiplie les endorphines et la dopamine. Et quand on arrête, les choses n'ont plus vraiment de saveur en fait. Et les petites choses de la vie ne nous attirent plus en fait. Il n'y a que l'alcool qui nous procurait ce sentiment de bonheur, d'apaisement, voilà. Et donc ça a été quelque chose de difficile à gérer aussi parce que j'ai pendant quand même pas mal de temps je n'étais attirée par rien en fait, rien du tout, et donc j'étais très dépressive. Et ça en fait, il faut se rassurer, c'est quelque chose d'assez temporaire, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça revient, le plaisir pour d'autres choses revient, mais c'est vrai qu'au début, ça a été très compliqué à gérer. Mais voilà, aujourd'hui tout ça, j'en suis sortie. J'ai beaucoup travaillé sur moi, donc aujourd'hui j'ai plus du tout ce problème-là. Et puis surtout, j'ai appris à faire autrement, j'ai appris à me relaxer autrement, à trouver d'autres façons de gérer donc ces pensées, ces émotions, à faire avec en fait. Voilà, il y a de temps en temps, je ne vais pas bien, j'ai des problèmes, mais il y a ça, j'accepte. Et je choisis de faire des choses qui m'approchent en fait de ce qui est vraiment important pour moi dans la vie. Voilà. Alors déjà, il y a quelque chose que j'aimerais dire, c'est que arrêter l'alcool, ça prend beaucoup de temps. Comme toutes les autres addictions d'ailleurs, je pense. Enfin, moi, j'ai pas arrêté que l'alcool, hein. J'ai arrêté aussi la cigarette, qui a été très compliquée. J'ai aussi arrêté d'autres drogues, la MDMA, la cocaïne, voilà. Donc le cannabis aussi. Donc ça, c'est quelque chose que c'est pour toutes les addictions, hein. C'est que ça prend du temps en fait.
moi, j'ai pas eu de déclic particulier, mais je dirais que j'ai eu plusieurs prises de conscience au fur et à mesure des années. Il y a eu tout d'abord donc la violence dans mon couple, où moi j'étais violente, ou mon conjoint aussi, parce qu'on buvait beaucoup d'alcool, et donc ça a amplifié tous nos comportements. Il y a eu le fait de voir ma grand-mère qui avait un cancer, donc continuer à boire alors que elle avait un cancer du sein dû probablement à sa consommation d'alcool. Voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il y a aussi la prise de conscience que je prenais beaucoup de poids à cause de l'alcool. Donc au fur et à mesure du temps, en fait, ça a été plusieurs prises de conscience comme ça qui m'ont fait dire, trouver la motivation en tout cas que il fallait que j'arrête en fait. Voilà. Et ce qui est important à comprendre, c'est que arrêter une drogue, hein, parce que l'alcool est une drogue, hein, qui est légale certes, mais c'est une drogue quand même. Pour arrêter une drogue, c'est pas une question de volonté. Ça, c'est vraiment important de le comprendre, c'est qu'à un moment donné, quand il y a une dépendance physique, la volonté est hors jeu, en fait. Voilà, c'est hors jeu, déjà. Il faut se sevrer physiquement parce que vous n'arriverez pas à résister au craving. Ensuite, dans le cas de la dépendance psychologique, c'est une question de motivation, en fait. C'est à partir du moment où il y a beaucoup de raisons d'arrêter, et ça va pencher dans la balance par rapport aux avantages en fait à consommer. Donc voilà, c'est vraiment, il faut voir la balance des inconvénients avantages à la consommation. Quand il y a plus d'inconvénients que d'avantages à boire, on arrête en fait. Mais ça s'expérimente. On peut pas dire à quelqu'un qui vient de comprendre que sa consommation est problématique, il faut que tu arrêtes maintenant. Ça prend du temps, voilà. Du temps, beaucoup de temps. Et il faut être surtout très bienveillant envers soi-même parce que les rechutes, elles font vraiment partie du processus d'arrêt, en fait, et de rétablissement. C'est normal de rechuter. Voilà. Il faut vraiment avoir vécu quelque chose de très traumatisant pour arrêter d'un seul coup comme ça. Non, les rechutes, elles font vraiment partie du processus d'arrêt et elles sont nécessaires. Moi, je les vois vraiment comme quelque chose de très positif parce que chacune de mes rechutes m'a appris quelque chose en fait. Par exemple, quand j'essayais d'arrêter l'alcool, chose que je n'arrivais pas à faire, je me suis rendu compte à un moment donné que j'arrivais à diminuer l'alcool et même parfois à ne pas boire pendant quelques jours quand j'étais seule, parce qu'il y a eu tout un moment où j'ai arrêté de boire seule, j'ai travaillé sur moi pour ça. Mais par contre, dès que je me retrouvais avec mes amis qui buvaient beaucoup et qui étaient eux aussi dépendants, je n'arrivais pas à me retenir de boire. Voilà, donc j'ai vraiment, une de mes rechutes m'a appris le fait que tant que je continuais à rester avec mon entourage, qui était assez toxique, on était un groupe vraiment en souffrance, je n'arriverais pas à arrêter l'alcool en fait. Donc ça m'a appris une leçon, voilà. Tout simplement, si je veux arrêter l'alcool, il va falloir que je m'éloigne de ce groupe d'amis. Ça a été par exemple une des choses que m'a appris la rechute. Il y a eu énormément d'autres rechutes qui m'ont amené à des leçons que j'ai retenues. Voilà, en fait, le truc c'est que rechuter, ce n'est pas grave en fait, dans le sens où faut pas rechuter ça doit pas être une excuse. Je peux rechuter parce que ça m'apprend quelque chose. Non. À chaque rechute, il faut en apprendre quelque chose et il ne faut pas refaire les mêmes erreurs en fait. Voilà. Donc on a le droit aux nouvelles erreurs, mais on n'a plus le droit aux anciennes erreurs. Ça, c'est important de le comprendre. Donc voilà, ne vous en faites pas si vous rechutez, c'est totalement normal. Et ce qui est important, c'est d'en apprendre quelque chose. Par contre, si vous n'en apprenez rien, non, voilà. Il faut en apprendre quelque chose, il faut tirer des leçons de cette rechute. Et surtout, et ça c'est très important, il faut être bienveillant et indulgent envers soi-même. Ça prend du temps, ça nécessite beaucoup de changements, voilà. C'est un gros changement que d'arrêter de boire. Ça ne se fait pas en un jour. Et d'ailleurs, la rechute fait partie de tout processus de changement. N'importe quel changement que vous voudrez faire dans votre vie, il y aura des rechutes. C'est obligatoire.
Parce que notre cerveau fonctionne sur la base de l'essai-erreur, donc il a besoin d'expérimenter en fait pour comprendre les choses, tout simplement. Avant d'avoir décidé d'être abstinente à vie, je n'ai pas décidé ça juste après m'être rendu compte que j'avais un problème avec l'alcool, pas du tout. Je suis passée par tout un processus où j'essayais de modérer ma consommation, de ne boire que 2 verres, ce qui était... je n'y arrivais pas, hein, je n'ai jamais connu mes limites par rapport à l'alcool, c'est comme ça. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que, à force d'essayer et d'essayer encore, que je n'arriverai jamais à modérer ma consommation. Et c'est là que j'en ai tiré la conclusion que il fallait que je sois abstinente à vie. Mais j'aurais pas pu avoir cette conclusion dès le début, c'était pas possible. Il a fallu que je passe par toute cette phase d'expérimentation. Donc voilà, donc expérimenter la chose. De toute façon, si vous vous dites qu'il y a un problème, c'est une petite graine qui est plantée dans votre cerveau et qui va ne faire que grandir en fait. Ce qu'il faut, c'est tout faire pour l'arroser. Voilà. Donc voilà, en fait, tout ce que je viens de dire, je trouve que c'est intéressant de le prendre en compte. Voilà, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a des problèmes avec l'alcool, sachez que la personne ne va pas arrêter d'un coup d'un seul. Voilà, c'est un très long processus. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Surtout, les phrases du type oui, mais c'est une question de mental, ou c'est une question de volonté, ou tu exagères, c'est juste une mauvaise habitude. Faites toutes ces réflexions-là, elles ne font que culpabiliser la personne qui va encore plus avoir envie de reboire. Donc voilà. Il faut vraiment être conscient que la rechute, elle fait partie du processus et c'est normal. Par contre, vous pouvez encourager la personne donc à réfléchir sur ses rechutes, tout simplement. Et puis, vous pouvez aussi avoir un discours de motivation, c'est-à-dire quelles sont les raisons pour lesquelles tu as envie d'arrêter. Est-ce que tu te rends compte par rapport aux inconvénients? C'est mettre en parallèle vraiment les inconvénients de la consommation avec en fait les avantages à l'arrêt en fait. Voilà. Alors, moi je ne pense pas du tout qu'on puisse en guérir. Dans le sens où, à partir du moment où on a été dépendant, il y a quelque chose qui a été inscrit dans notre corps, dans les cellules de notre corps, qui ne partira jamais. On a conditionné notre corps en fait à ça. Et donc je sais pertinemment que j'aurai toujours des cravings, j'aurai toujours envie d'alcool. Envie d'alcool qui sont de moins en moins intenses et de plus en plus espacées, donc ça c'est cool. Mais je sais qu'elles seront toujours là, donc il faut toujours rester vigilant. C'est pas parce qu'on a arrêté de boire pendant 20 ans qu'on peut reprendre une consommation modérée. Pas du tout. Notre cerveau a vraiment ancré le fait qu'on a besoin de l'alcool. En fait, en quelque sorte, il sera toujours un petit peu en manque d'alcool. Ça, c'est important de le savoir quand même. Donc voilà. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ces envies d'alcool, ces cravings, qu'on ne peut pas être heureux dans l'abstinence. Moi, pour ma part, je ne vis pas du tout l'abstinence comme un combat. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est très difficile tous les jours, mais moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je le vois plus comme un choix, en fait. J'ai vraiment fait le choix de l'abstinence pour vivre une vie bien plus épanouie, bien plus riche, pleine de sens, faire des choses qui sont importantes pour moi. Et donc ce n'est pas une fatalité en fait, ce n'est pas parce qu'on aura toujours ces envies que on va être malheureux en fait. Donc forcément par contre, arrêter l'alcool, ça nécessite de faire un changement en quelque sorte de vie. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire les choses comme avant. On doit forcément faire des changements dans notre vie. Voilà, on doit trouver une autre manière de vivre. Et en fait, ça s'appelle le rétablissement. Donc, c'est le fait de trouver une manière différente de vivre, en fait, petit à petit.
Donc voilà, c'est tout un... On ne peut plus vivre vraiment comme avant. On est obligé de faire avec et forcément ça nécessite de faire des changements dans sa vie. C'est comme par exemple un diabétique, il y a des choses qu'il ne va plus pouvoir manger, et là c'est exactement pareil. Ou encore vous avez une allergie, vous ne pouvez plus manger telle chose, et là c'est exactement pareil, vous ne pouvez plus boire telle chose. Voilà. Vous ne pouvez plus boire d'alcool. Et donc forcément, vous allez adapter dans le cas d'une allergie vos menus à cette allergie, vous n'allez pas en mettre dans vos repas, et là c'est exactement pareil en fait, vous n'allez pas mettre d'alcool dans votre vie. Donc ça nécessite d'apprendre à par exemple aller dans des soirées sans alcool, il y a beaucoup de choses à apprendre, apprendre à se relaxer sans alcool, et tout ça c'est un apprentissage qui prend du temps, mais voilà, c'est tout le processus de rétablissement en fait. Et en fait, oui, c'est ça. On apprend à faire avec, à vivre avec. Mais c'est tout aussi bien parce que finalement, on fait des choses qui nous ressemblent plus. Quel est le cheminement qui, selon vous, peut amener à évoluer sans sortir? Alors, je pense qu'il faut conscientiser. Voilà, tout simplement. Il faut remettre de la conscience là où on est en mode pilote automatique. Voilà, hein, le comportement boire de l'alcool, c'est le mode pilote automatique. C'est-à-dire que c'est une habitude. Il y a une situation dans laquelle j'ai l'habitude de boire, donc je vais boire et ça ne passe même pas par la conscience en fait. C'est automatique et incontrôlable. Et donc il faut remettre un peu de conscience là-dedans, se poser des questions sur sa consommation et voilà, se poser des questions en fait. Je pense que c'est ça la clé, c'est... voilà, j'ai telle conséquence négative dans ma vie, d'où ça vient, qu'est-ce qui fait qu'il y a ça mettre à plat un petit peu et surtout évaluer le coût du comportement. Le comportement boire de l'alcool, il a un coût. Il a un coût en santé physique ou psychique, il a un coût en argent, en temps, en relation, en image personnelle. Il y a un coût lié à l'alcool. Ce n'est pas possible de boire énormément sans avoir de conséquences négatives. Ce n'est pas possible. Même ceux qui ne sont pas dépendants peuvent avoir des conséquences négatives avec l'alcool. Donc, voilà, il faut évaluer en fait le coût qu'a ce comportement et est-ce que ce comportement en fait nous sert ou pas. En général, quand on est dépendant, le comportement boire de l'alcool ne nous sert plus depuis très longtemps. On a en tête notre ancienne consommation où tout allait bien, où c'était festif, etc. Mais tout ça c'est du passé. Et il faut s'en rendre compte au bout d'un moment. Il faut vraiment mettre les choses à plat et regarder de manière objective les choses. En général, ça ne nous sert plus. Et en général, surtout quand on a une dépendance physique, il n'y a même plus de plaisir. Donc voilà, se poser des questions, remettre de la conscience et évaluer le coût du comportement. Dans la société, clairement, l'alcool est complètement banalisé. On s'en rend vraiment compte quand on arrête l'alcool. L'alcool est absolument partout. Il y a des rayons énormes d'alcool dans les supermarchés. Il y a des pubs pour l'alcool un petit peu partout. L'alcool est présent à la maison, mais aussi entre amis, mais aussi au travail. Il y a beaucoup d'alcool au travail en fait. On ne se rend pas compte, mais tous les pots de départ, c'est avec de l'alcool par exemple. Et vraiment, l'alcool est profondément ancré dans nos habitudes de vie, dans notre culture. Et pour l'instant, disons que ce n'est pas encore beaucoup remis en question. Disons que les scientifiques alarment sur les dangers de l'alcool au niveau même des cancers, de la santé. Veut dire, il y a beaucoup de problèmes de santé liés à l'alcool. Mais on dirait un peu qu'il y a un fossé entre ce que disent les scientifiques, ce que disent les chiffres, donc les conséquences liées à l'alcool. Il faut savoir que c'est quand même la drogue qui a le plus de conséquences sociales, hein, voilà.
dû au fait aussi qu'elle est légale. Donc il y a un fossé entre ce que disent les chiffres et les scientifiques et ce que la population pense de l'alcool en fait. Il y a toujours ce truc de l'alcool, c'est festif, l'alcool c'est convivial. Voilà, il y a des clichés sur l'alcool, des espèces de mythes. Voilà. Donc il y a vraiment un fossé entre les deux et il est bien creusé, je trouve. Après, je trouve qu'il y a quand même un peu d'espoir dans le sens où, par exemple, la cigarette, il y a encore 50 ans, bah, c'était assez accepté par tout le monde, hein. On fumait un petit peu partout, c'était très présent. Et aujourd'hui, bah, il n'y a pas un fumeur qui ne veut pas arrêter, en fait. Il y a un peu cette honte de fumer, on veut arrêter de fumer. Et il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite par rapport à ça. Et ben, j'ai l'espoir qu'un jour, peut-être, dans 50 ans, bah, l'alcool ce soit pareil. Et on peut toujours espérer, je pense. Peut-être que ce sera vu comme la cigarette un jour. Je me permets d'espérer, quoi. Mais c'est sûr qu'on en est encore assez loin. Il y a beaucoup de lobbies concernant l'alcool. Donc c'est très compliqué de faire changer les mentalités par rapport à ça. Et donc oui, il y a beaucoup d'idées reçues encore sur ça. On estime, enfin, dans l'imaginaire collectif, la personne qui a un problème avec l'alcool, bah, c'est forcément un alcoolique, quoi. Et dans le sens alcoolique, c'est une personne donc, qui boit tous les jours, dès le matin, qui sent l'alcool, qui est tout rouge. Voilà, ça c'est quelqu'un qui a un problème avec l'alcool. Euh, en dessous de ce cliché, les gens estiment que tout va bien. Voilà. La consommation modérée, elle est représentée de manière très subjective. Ça va dépendre de la représentation qu'on se fait de l'alcoolique, de ce qu'on juge acceptable ou pas, et de notre propre usage de l'alcool. Si on demande aux gens de décrire leur consommation, les gens diront qu'ils ont une consommation modérée. Et ils auront toujours quelqu'un en tête qui boira plus qu'eux. Voilà, chacun a un peu son alcoolique de référence dont il peut se différencier de façon rassurante parce qu'il considère qu'il boit moins ou mieux. Donc les gens disent qu'ils boivent avec modération sous prétexte qu'ils connaissent tous quelqu'un qui boit plus, quoi. Et donc c'est très subjectif. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas. Alors les recommandations des scientifiques, c'est pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Il y a énormément de gens qui sont dans l'excès en fait. Et probablement déjà dépendants. Puis il y a un truc dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que aucun alcoolique qui boit dès le matin n'a commencé comme ça en fait. Au début, la personne buvait sûrement dans quelques situations, probablement au repas de famille, en soirée, puis petit à petit en fait la consommation augmente. Et ça c'est dû à une chose, c'est dû au fait que l'alcool est une drogue et que par conséquent c'est addictif. Cette drogue modifie peu à peu le cerveau et on ne peut plus s'en passer. Et ça, il me semble que c'est assez oublié dans la société, le fait que l'alcool est une drogue. Et en fait, quand moi je parle avec les gens de mon entourage, je me rends compte qu'ils sont pas du tout informés sur l'alcool. Ils pensent que boire 4 verres, c'est pas très grave. Boire tous les jours, si c'est qu'un seul verre, ce n'est pas grave non plus, alors qu'on peut être dépendant à son seul verre. Ils pensent aussi que si on ne boit pas tous les jours, on n'est pas dépendant, alors que c'est faux. On peut être dépendant à certaines situations, pas à toutes, mais c'est un début de dépendance en fait. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont totalement ignorées, où il y a encore l'alcool, c'est bon pour la santé, voilà, le cas du vin rouge, voilà, où on dit qu'un verre de vin rouge par jour, c'est bon pour le cœur. Le problème, c'est que moi, je vois les gens qui me disent ça, ils ne boivent pas un verre par jour, ils en boivent beaucoup plus. Donc il y a tout ça, voilà, il y a des choses à déconstruire, et c'est pour ça que je suis là pour en parler aujourd'hui.
pense que c'est très important d'en parler, notamment pour les plus jeunes, hein. Je pense que moi, ça a été mon cas et je pense que c'est le cas encore, c'est que beaucoup de jeunes ne sont pas au courant des dégâts que fait l'alcool sur le cerveau. Je veux dire, quand on est jeune, on a un cerveau qui est fragile, qui n'est pas mature. Et quand on commence à boire à 15 ans et qu'on fait en plus du binge drinking, donc c'est le fait de boire beaucoup en peu de temps, on se détruit les neurones en fait. Et puis on inscrit le comportement de dépendance dans notre cerveau. Donc voilà, il y a plein de choses dont les gens ne sont pas au courant. Et c'est important d'en parler, ne serait-ce que pour les plus jeunes, c'est important d'en parler. Et donc oui, je pense que ça devrait être beaucoup plus médiatisé. Le problème, c'est que souvent, donc à la télé, ils font beaucoup de sensationnel. Il y a très peu de travail de prévention finalement. On ne parle pas de la dépendance psychologique, du fait qu'on peut commencer à être dépendant dans certaines situations, puis après ça s'aggrave avec le temps. Voilà, on ne parle pas des débuts en fait. On parle tout de suite quand on parle de problèmes avec l'alcool, on parle de personnes alcooliques qui boivent 2 bouteilles par jour. Et moi, ça arrive fréquemment qu'on me demande quelle était ma consommation et avec quelle fréquence. Alors que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le craving, c'est la perte de contrôle. La fréquence et la quantité, ça ne veut rien dire. Quelqu'un peut être dépendant avec un seul verre le soir. Ou quelqu'un peut être dépendant en ne buvant qu'en soirée. Voilà. Alors c'est une question très intéressante. Ça nous enseigne beaucoup de choses, hein. Déjà, je pense qu'on est dans une société où on nous demande beaucoup. Voilà, on nous demande d'être très performant et je trouve que c'est très stressant. Et donc ce n'est pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de gens qui partent dans les addictions parce qu'on a envie de s'évader de tout ça, quoi. On est stressé, on ne prend pas le temps de vivre et on est tendu, voilà. Et je pense que pour beaucoup, l'alcool, ça permet de se détendre, de se relaxer, hein. Et voilà, donc ça va totalement dans ce sens-là. Donc déjà, il y a ça. Et puis, elle fait aussi que on recherche très souvent de la satisfaction à court terme plutôt que de la satisfaction à long terme. Notre société est construite comme ça, hein, sur la consommation, sur le fait de consommer des choses qui vont nous faire plaisir à l'instant T. Je pense on accepte de moins en moins la frustration. Voilà. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai arrêté l'alcool, la frustration. J'ai appris la frustration, la patience, le fait de faire des efforts qui ne donneront pas de résultats tout de suite. Tout ça, j'ai dû l'apprendre. Donc voilà, je pense aussi que c'est très douloureux pour les personnes qui sont hypersensibles, comme moi, hein, qui sont très sensibles donc, à l'injustice dans le monde, sensibles aussi à la violence. Je pense que l'alcool, ça nous permet de nous mettre dans une bulle et de se protéger. Et enfin, je pense que les dépendants à l'alcool sont vraiment les spécialistes. Je parle des dépendants à l'alcool, mais je parle de tous les dépendants, que ce soit n'importe quelle addiction, hein. Je pense qu'on est des spécialistes de l'évitement des problèmes, de l'évitement des pensées et des émotions désagréables. Voilà, en fait, on fait tout pour les éviter. Plutôt que de faire avec, de solutionner, de tolérer en fait ces émotions désagréables, ces pensées désagréables qui font partie de la vie, hein, parce que dans la vie, il y a de la souffrance, hein, il arrive forcément un moment où on va perdre un proche, on va ressentir quelque chose de désagréable, et on a tendance à vouloir éviter la moindre souffrance. Et donc, ça fait de nous un peu des spécialistes de l'évitement des problèmes, de l'évitement d'expériences. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui s'apprend. Apprendre à tolérer ces émotions désagréables, à les accepter, à faire avec. Donc, les tolérer tout en faisant des choses qui sont bénéfiques pour nous, qui vont dans le sens de ce qui est vraiment important pour nous dans la vie. Voilà.